C'est quoi le déclic mental qu'il faut à Iga Swiatek pour retrouver la forme qu'elle avait? Se faire entraîner par Rafael Nadal. Et tu réagis à chaud, t'as peur de rien, j'ai vu. Ouais, non. Moi, Tu fais des doigts d'honneur dans tes lives. Ouais, ça m'arrive. Non, ça m'arrive des fois. Vous voyez, La bagarre. quand vous avez des petits viewers là qui pensent savoir ce qui se passe alors que pas du tout, faut les recadrer un peu, quoi. Pour la WTA, moi j'ai un problème. Parce que j'ai l'impression que les classements, ça reflète pas vraiment la réalité. Comment ça? C'est-à-dire C'est-à-dire, je vais te donner un exemple. On a Iga Swiatek, qui est numéro 4 mondial à l'heure actuelle, et qui est au classement à la race. Si je dis pas de bêtises, elle est même pas qualifiée pour les WTA Finals à la fin de la saison. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fanzone. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Et en plus là, on vous a préparé de jolies surprises parce qu'il n'y a pas uniquement que les membres de Fanzone, il va y avoir pas mal d'invités. Et alors, pour mettre les pieds dans le plat, on va parler classement. Est-ce que le classement est une illusion ou est-ce que le classement, c'est la vérité du tennis? Je vais donner la parole tout de suite à Melvin. Bonjour à tous et à tous, ça va? Ça va bien? Ouais. Ça va, merci. On va très très bien. Bah, génial. Oui, bah, du coup, merci pour l'invitation. C'est vraiment super. En plus, premier épisode avec vous, donc ça fait vraiment plaisir. Avec plaisir. Et le sujet, en plus, il est vraiment nickel. Donc, parler de classement avec tout ce qui s'est passé côté ATP et côté WTA, je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc, voilà, on peut continuer, si vous voulez, de faire le petit tour de table, hein. Non, mais je suis complètement d'accord. Les classements, c'est vrai qu'on se base trop sur ça. Mais il faudrait s'y plonger un peu plus pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce qu'on doit vraiment se fier à ça? Bien sûr. La question reste ouverte, hein, on est là. Et en plus, je suis pas seul. À côté de moi, je suis avec Olivier. Salut, bonjour tout le monde, salut tout le monde. Salut Olivier. Je suis trop content d'être là avec vous. Je pense que c'est un sujet intéressant parce que on est vraiment sur un moment où il y a, à mon sens, une dualité de deux personnages qui sont sur le milieu et qui, en fait, enlève un peu ce truc de on va chercher du classement, la place de numéro 1 mondial, en fait elle est entre deux mecs et c'est ça qui est intéressant. D'ATP, excuse-moi, bien sûr. C'est vrai que tu seras beaucoup plus sur la WTA, absolument. Je pense que tu t'es pas présenté, Olivier. Non, et je me suis pas présenté, absolument, merci. Parle-nous un peu plus de toi. Salut tout le monde, du coup moi c'est Olivier, je suis psychologue du travail, de formation et préparateur mental de sportifs de haut niveau et donc spécialisé sur le tennis et j'en parle sur Instagram, sur la page The Tennis Mind, où donc, du coup on s'est connus comme ça et donc je suis là pour ajouter cette touche-là. Il faut aller follow Tennis Mind et aussi Fanzone sur tout ça. Et aussi Melvin, avec son compte, il va nous en parler tout de suite. Oui, Très intéressant ce qu'il propose. de la création de contenu sur de l'actu news majoritairement ATP WTA. Honnêtement, je fais juste des reacts de ce qui se passe vis-à-vis des matchs, généralement aussi des infos dont il faut parler, hein. Par exemple, je sais pas, des 2-3 clashs qui sont passés la veille, des choses comme ça. Mais oui, en majorité sur TikTok, Insta, partout, quoi. Et tu réagis à chaud, t'as peur de rien, j'ai vu. Ouais, non. Moi, Tu fais des doigts d'honneur dans tes lives. Ouais, ça m'arrive. Non, ça m'arrive des fois. Vous voyez, La bagarre. quand vous avez des petits viewers là qui pensent savoir ce qui se passe alors que pas du tout, faut les recadrer un peu, quoi. Ah ouais, ça c'est clair. Et alors Olivier, toi qui es psychologue et préparateur mental et grand fan de tennis, est-ce que pour toi le classement a un impact mental sur les joueurs et les joueuses de haut niveau? Il y a le classement, déjà, premièrement, le classement il est différent pour chaque pays. Si je prends l'exemple de la France, le classement il peut casser un peu certaines personnes quand on est à un niveau amateur. Et après, quand tu arrives au niveau professionnel, on voit là, par exemple, j'ai un joueur que je suis bien, qui s'appelle Valentin Royer, qui vient de passer top 100 là récemment, mais c'était une énorme victoire pour lui. Et je trouve, à mon sens, qu'il y a trop d'attentes sur le classement. Il y a trop d'attentes sur le classement pour se dire si je suis à ce niveau-là, c'est en termes de classement, c'est que je suis bon et qu'il faut revoir certains objectifs, notamment sur le classement. Donc moi, je trouve pas ça hyper important, le classement en soi, en vrai. Et Je suis pas du un tout angle. d'accord. Ouais, et en plus de ça, moi je pensais directement à Melvin pour la WTA. Moi j'ai un problème. Dis-moi. Parce que j'ai l'impression que les classements, ça reflète pas vraiment la réalité. Comment ça?
C'est-à-dire C'est-à-dire, je vais te donner un exemple. Ouais. Il y a eu quelques années où Sakari Ouais. et Jabber étaient occupés en fait à faire des prestations qui n'étaient pas aussi top que ça, mais ils sont restés beaucoup trop longtemps pour les top 20 ou top 50. Pourtant, leur niveau réel et leur état des formes réels, Ok. en fait, c'était loin de refléter vraiment ce que par rapport au classement qu'ils occupaient, quoi. Je peux comprendre ce que tu veux dire, mais après, concernant Sakari, autant le cas Sakari, c'est vrai qu'il est un peu plus particulier parce que Sakari, elle a été là dans une période où il y avait une forme de transition. Il faut rappeler qu'à cette époque-là, il y avait aussi tout ce qui était H-Barty, on avait du Ziante qui était là. Il y avait Sabalenka, Alia Tomljanovic aussi à Tomljanovic ce aussi. niveau-là. Ouais. Bah, il y avait beaucoup de jeux justement qui avaient quand même explosé, qui avaient fait aussi beaucoup de résultats, peut-être dû à un niveau qui était complètement faible à ce moment-là. Mais bon, Sakari, c'est quand même une top joueuse, c'est quand même une joueuse qui a gagné Guadalajara, qui était un WTA 1000. Je trouve ça un peu sévère, mais je peux comprendre qu'ensuite, bah là, peut-être que c'est la dimension un peu plus mentale que nous explique Olivier. Bah, là, à ce niveau-là, peut-être qu'il avait cette pression de ouais, bah là, je suis top 5, il faut que je réponde. J'arrive pas à faire des quarts de finale. Dans le cas de Sakari, j'arrive pas à faire des quarts de finale, je n'arrive pas à battre les top joueuses. Qu'est-ce que je dois faire de plus pour peut-être monter davantage, pour aller chercher plus de succès, plus de réussite, même Plus gagner de un points. Grand Chelem. Non, Donc, là-dessus, je suis d'accord, mais moi, mon problème, c'est quoi? C'est que tu peux être top 20, Mhm. tu perds contre une top 50 Oui. et t'enchaînes de mauvaises perfs, Oui. mais tu restes toujours top 20. Bah, après, c'est une Et question. tu ne chutes pas et tu dégringoles pas, même pendant 2 mois et 2 mois. Là où du côté homme, Mhm. des personnes, en fait des joueurs qui occupent le top 5, ce sont des joueurs qui enchaînent des bonnes performances. Alors, du coup, oui et non. Je vais te prendre par exemple le cas d'un. Allez. Daniil Medvedev, qui a été dans le top 10 pendant de nombreuses années. Il a gagné justement, il a même été numéro 1 mondial. Ok. Il a gagné l'US Open. Il a gagné plein de tournois de catégorie 1000. Et Daniil Medvedev, il a trusté justement le top 10. Même encore l'année dernière, il en est quasiment sorti à partir de mi-saison. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été capable de défendre ses points. Ok. Et aussi parce qu'il a eu des mauvaises perfs, notamment en Grand Chelem, des sorties au premier tour, des sorties au deuxième tour. Bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le tennis, faut pas oublier que c'est quand même un sport à la base où le but, c'est de défendre ses points chaque année. Donc, oui, il y a cette pression supplémentaire. Oui, il y a cette affaire de je vais rester dans le top 20. Mais à un moment donné, les mecs aussi, ou les meufs, vont aller faire des tournois, vont aller justement défendre des points, vont aller gagner d'autres points parce que justement, il y a aussi ce jeu de ah tiens, bah là j'ai perdu 500 points, ou allez même pas, j'ai perdu 250 points, est-ce que j'irai pas m'inscrire sur ce tournoi pour essayer justement de compenser la balance? C'est des mathématiques. Donc, En fait, c'est ce que je suis d'accord avec toi, hein, c'est hyper important. En fait, c'est le nerf de la guerre. En plus, tu gagnes de l'argent parce que tu es bien classé, parce que tu es invité du coup après derrière des tournois, etc. Et en fait, c'est tellement important, c'est tellement prenant que si le joueur pense à ça, mais il peut plus jamais après penser à son jeu, penser à son corps. Et en fait, le but justement là-dedans, c'est pour les joueurs, c'est de essayer de ne pas du tout penser à ça, tout en faisant des choses qui vont amener à un classement et à des réussites. Ouais, sauf qu'on se focalise que sur ça, hein, parce que pour être tête de série, je pense qu'il faut avoir un bon classement. Pour bénéficier d'une bonne place, d'une bonne position, il faut être top dans le classement. On ne sait pas que le système est un peu biaisé et que c'est un peu... parce qu'on part sur 5 en 2 semaines, 18 tournois, et là, on est au mois de mars. Il y a certaines joueuses qui ont encore sur leur fiche de points qu'ils ont accumulés pour des tournois sur gazon, même sur terre battue de l'année passée, et ils sont encore sur le top du classement. Mais quand tu regardes les perfs qu'ils enchaînent, moi, je ne me méfie pas, en tout cas, au classement que je vois actuellement dans la WTA, parce que je me dis, il y a certaines joueuses, elles les ont accumulées en fait pendant gazon, et la terre battue de l'année passée. Et là, maintenant, la vraie forme, leur état de forme actuel, on les saura, en fait, dans les Master 1000 qui vont arriver, comme Rome, comme Madrid, Monte Carlo. comme Monte Carlo. Et moi, je suis fort curieux. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de joueuses actuelles. Bien sûr. Est-ce qu'elles méritent vraiment leur classement? Il y a certaines joueuses qui sont restées dans le top 10 pendant X temps, mais qui ne perfent plus aussi bien que ça, en fait. mais du coup, elles sont plus là. Du coup, elles sont Non, loin elles au sont classement. encore là. Là. Je vais te donner un exemple, Paolini. Paolini a performé l'année dernière, elle a gagné Rome. Oui, mais est-ce que son classement actuel la permet de rester aussi haut? Mais ça fait que 2 mois qu'on joue. On peut pas juger quelqu'un sur 2 mois. Ah, Ça fait que 2 mois que non, la saison a la repris. question est ouverte. Ouais, La question est ouverte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Donc, si tu perds, je suis d'accord avec toi, hein, elle a gagné Rome, elle a gagné certains tournois, elle était bien. Mais moi, à mon image, je pense que normalement, si on s'y fie aux performances qu'elle a fait après les trophées qu'elle a gagnés, elle méritait d'être en dehors du top 10. Moi, les Elle est amis, restée bien installée dans le top 10 depuis un moment. Et là, ça me dérange. ils vont en parler en off parce que là, ça s'agite. Mais faut quand même recadrer un peu le truc. Et Une comme l'a question des dit, classements, moi.
Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr que le classement ment. Et comme l'a dit Laurent Zach, vous les fans, vous avez la parole. Allez-y, en commentaire, donnez-nous vos avis sur les classements. Moi, j'ai une question pour vous trois, les gars. Est-ce qu'il faut se fier au classement standard ou est-ce qu'il faut plutôt se fier au classement à la race? Eh ben, je peux commencer si vous Vas-y, voulez. vas-y, Melvin. Pour moi, encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez regarder. Si vous voulez voir une personne qui est capable de défendre ou de ne pas défendre ses points par rapport à l'année dernière, c'est clairement le classement général qu'il faut voir. Maintenant, si vous voulez juste vous intéresser sur ce qui se passe cette saison, vous avez du coup le classement à la race. Ou là, par exemple, si je vais prendre quelque chose d'actuel, on a Iga Swiatek, qui est numéro 4 mondial à l'heure actuelle et qui est au classement à la race. Si je dis pas de bêtises, elle n'est même pas qualifiée pour les WTA Finals à la fin de la saison, à l'instant T. Malgré le fait qu'elle ait quand même pu avoir des résultats qui soient assez intéressants l'année dernière, même si, bon, pour beaucoup de personnes, c'est vrai qu'il n'y a pas eu en tout cas, beaucoup de trophées gagnés sur terre battue, par exemple. Elle a continué, elle, sa saison, on va dire qu'entre guillemets, là où elle a commencé à gagner, c'est Wimbledon, et puis après ce qui s'est passé Cincinnati et en Corée. Mais encore une fois, pour moi, tout dépend de votre vision, de ce que vous voulez voir. Et alors, justement, là, pour compléter tes propos, à la race, Iga, elle est 9e. Ouais. Alors qu'au classement standard, elle est 3e. Ouais, pas un troisième. Voilà, mais, troisième. quatrième. Voilà. Et est-ce que vous, quand vous voyez en 2026 Iga tête de série sur un tournoi, vous la voyez en mode 3e ou en mode 9e? Dans les faits, pour moi, elle est troisième en tête de série, parce que les résultats, elle les a acquis. Faut pas, même si elle ne gagne pas, ça fait quand même des demi-finales, ça fait des quarts de finale. Les gars, c'est quand même sérieux en termes de niveau. Mais après, sur le jeu, ouais, c'est neuvième à la race, hein. Sur le jeu, c'est assez particulier quand même, les gars. De toute façon, bah, là, il y a eu beaucoup de changements. Elle a décidé de se séparer de son coach Wim Fissette il y a quelques jours. Elle va aller s'entraîner là à la Rafa Nadal Academy pour préparer la terre battue. Il y a le tournoi de Stuttgart qui va commencer. C'est là où elle est inscrite. En Allemagne, ouais. Il y a un casting exceptionnel pour un WTA 500. Là. Il faudra Moi, se- je suis fort curieux de la voir sur Terre parce Oui, qu'on on a observé ses performances ces derniers temps. Elle n'était pas aussi terrible que ça. Et Wim Fissette aussi, avec son arrivée, qui est un coach quand même assez reconnu, en Belgique en tout cas, et à l'international aussi. Il a fait ses preuves avec. Ils ont gagné un trophée. Sauf qu'on se pose toute la question, c'est quoi le déclic mental qu'il faut à Iga Swiatek pour retrouver la forme qu'elle avait? Se faire entraîner par Rafael Nadal. Ou alors n'importe qui, mais si elle est à la Rafa Nadal Academy, ça peut tout de suite attiser un peu la curiosité de se dire est-ce qu'il n'y a pas un petit Tony, est-ce qu'il n'y a pas un petit Rafa qui est là-dedans pour lui donner des tips, quoi. Ça serait stylé, non? Je sais pas si c'est tant une affaire de coach ou moi avec Iga. Je pense qu'on est plus sur un problème mental, peut-être. Mais quand je dis mental, il faut se comprendre, c'est le fait de ne pas être capable de poursuivre en fait justement la régularité qu'elle a en termes de tournoi. Un coup, ça va être demi-finaliste. Le lendemain, elle va perdre au deuxième tour contre, au hasard comme ça, Emma Navarro. C'est plutôt ça en fait qui impacte Iga parce que j'ai pas tant l'impression qu'au niveau du jeu ce soit si catastrophique que ça. C'est juste qu'il y a des trous d'air des fois, elle-même n'arrive pas à le comprendre. Elle l'a expliqué là justement lors de son élimination au tournoi de Miami, parce qu'elle a perdu au deuxième tour contre Magdalinette, sa compatriote. À partir de là, elle-même elle n'est pas capable de comprendre ce qui se passe. Elle pense que là la décision c'était de virer Wim Fissette. Ah, tu n'étais pas d'accord? Bah, moi je pense pas que le problème c'était Wim Fissette, honnêtement. Wim Fissette, il a essayé, il s'est pointé avec ses idées. Ok. Il s'est pointé et il a décidé de changer peut-être, c'est vrai, un peu le niveau de jeu, enfin pas le niveau, mais le jeu, le style de jeu d'Iga Swiatek qui était peut-être un poil trop agressif et un poil trop centré sur son coup droit et non plus juste sur du slice, etc. En fait, le niveau d'Iga, c'est que elle ne varie pas en termes de jeu. Elle a un plan A et en termes de plan B, quand ça fonctionne plus, elle commence à paniquer, elle comprend pas trop ce qui se passe et elle décide de s'en prendre à son coaching staff. Mais ça fonctionnait avant, parler dans d'autres épisodes. Elle savait bien gérer ses temps forts et ses temps faibles. Pourquoi est-ce qu'elle ne refait pas exactement la même chose cette fois? Parce que les jeux ont évolué. Les jeux, elles ont commencé à changer aussi leur style de jeu. Elles savent comment Iga joue. Regarde Sabalenka. Sabalenka se met à slicer. Sabalenka, si elle est aussi dominante, pardon. Si elle arrive à faire autant de choses, à être aussi constante dans tous les tournois. On parle d'une finaliste il y a 2 semaines à Indian Wells. Elle est potentiellement... elle est finaliste à Miami. Et avant ça, elle est finaliste aussi à l'Open d'Australie. Et elle gagne Brisbane. S'il y a autant de stabilité du côté de Sabalenka, c'est aussi au niveau du jeu. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais, Améline. Je trouve ça hyper intéressant. C'est que, à mon sens, les joueuses qui se démarquent sont celles qui vont le plus varier. Et ça, c'est
valable aussi pour les hommes maintenant, où on a en fait, je sais pas, il y a, ils adorent montrer le nombre de kilomètres/heure des revers, des coups droits des filles en mode waouh, elle a frappé plus fort qu'un mec, trop fort. Anisimova, par voilà, exemple, c'est énorme ça. revers. Mais en fait, ça sert à quoi la joueuse, elle va contrer et ça va faire que ça. Et alors que quand tu vois que quand ça commence à varier, slicer, etc., bah, c'est là où ça va créer du jeu, c'est là où ça crée quelque chose qui fait qu'elles vont se monter par rapport aux autres joueuses. Et c'est là où moi je trouve que Swiatek, elle avait, je trouve que c'est pour ça qu'elle avait fonctionné très bien à chaque fois à Roland-Garros, c'est qu'elle met beaucoup de lift, elle va bomber ses balles, ce qui va prendre énormément d'effets sur la terre, donc c'est pour ça que ça fonctionnait bien. Et là, en effet, je trouve que c'est un virage de vouloir frapper un peu plus fort, qui n'est pas à prendre pour cette joueuse-là. Ah, je suis d'accord avec toi. Ouais, totalement. Et puis, de toute façon, après le cas de Swiatek, il faut juste qu'elle essaye de varier davantage. Il faut juste qu'elle apprenne à faire d'autres choses sur un court de tennis. C'est dur, dit comme ça, sachant qu'elle a quand même gagné un nombre incalculable de grands chelems. Bien sûr. C'est potentiellement l'une des meilleures joueuses sur terre battue. Mais le tennis, c'est ça en fait, c'est de travailler en permanence son jeu, c'est de s'adapter, c'est de trouver de nouvelles choses, parce que comme tu l'as dit, les filles, elles vont savoir comment elles jouent, donc du coup, c'est à chaque fois se renouveler. Mais enfin, je sais pas, j'ai l'exemple le plus bête du monde, mais Nadal, il s'est renouvelé mais 1000 fois, quoi, pour gagner sur gazon, pour battre Djokovic parce qu'il n'y arrivait pas. Donc, c'est le jeu du tennis, c'est de se renouveler en permanence. Et alors, les gars, sachez que mars-mai, c'est la période où les numéros 1 perdent le plus de points. Et là, je ne sais pas si vous me voyez venir, mais là, je pense à Carlos Alcaraz qui a perdu contre Medvedev et Korda. Qu'est-ce que vous pensez de l'Espagnol qui s'est séparé de Ferrero en début d'année, mais qui, malgré ça, a réussi à gagner l'Open d'Australie face à Djoko? Est-ce que vous pensez que là, il passe par une phase mentale compliquée? Donc, je m'adresse à toi, Olivier. Ouais. Moi, je pense que déjà, Miami, ça fait quelques années que Alcaraz, il fait plus grand-chose. Je crois qu'il a perdu l'année dernière aussi assez vite. Ouais, voilà. Miami. Exactement, qui prend sa retraite. À la fin de l'année. À la fin de l'année. Très bon Belge. Et en fait, je pense que ils enchaînent tellement. Il a enchaîné Australie direct, après Indian Wells, Miami, à Doha aussi avant, merci. Ils ont le droit en fait d'être fatigués, les mecs. Aussi, excuse-moi de te couper. Comment? C'est vrai qu'il était à Rotterdam aussi. Ouais, voilà, mais tu vois, j'oublie même, je sais pas. Ah non, il n'était pas à Rotterdam. En tout cas, je trouun que, mais c'est le rythme qu'ils sont obligés d'avoir, ils enchaînent énormément. Et tu as le droit, à un moment donné, d'être fatigué, tu as le droit, à un moment donné, de perdre, d'en avoir marre et de le dire. Moi, là où je trouve ça un peu plus dérangeant, c'est quand il exprime son mal-être sur le terrain en disant « Mec, j'ai rien à faire ici, je veux rentrer chez moi à la Benoît Paire, quoi. Libérez-moi !» T'as son entraîneur qui est en mode allez, combat-toi. Mais ça sert à quoi en fait ça, ce truc le but, c'est vraiment d'essayer de comprendre ces joueurs, de se dire mais en fait mec, ouais, ça se trouve t'en peux plus et ouais, vas-y, c'est pas grave, perds et on va se reposer et on va préparer une grosse saison sur terre où t'as attendu, et il le sait, Alcaraz il l'a dit, j'ai une grosse saison sur terre et en fait je préfère me casser quoi de ce tournoi et perdre. Mais vas-y Laurent. Si on s'est fié à ta stat où tu disais que les top joueurs perdent souvent... Entre mars et mai, ouais. C'est là où les numéros 1 perdent le plus de points. Alors j'ai craint qu'Alcaraz, la chute continue dans ces cas, parce que ça arrivait très régulièrement et très souvent où les numéros 1 mondial ne réussissent pas à confirmer à Roland. Enfin, si tu es numéro 1 mondial au début de l'année et que tu as accumulé 2 points dans des gros tournois sur dur, arriver à Roland, si tu es mentalement ou s'il y a un petit problème mental... comme une fatigue émotionnelle, ce qu'on voit actuellement avec Alcaraz, on a l'impression qu'il est un peu lassé, qu'il est fatigué. Moi, je crains qu'on puisse plutôt voir Yannick Sinner lui passer devant. Et alors, tu crois que Yannick Sinner va être supérieur à Alcaraz sur terre cette saison? Il y a des points à prendre, hein. Lui au moins il n'a pas de points à défendre à part avant Rome. Hein. Donc oui. Mais il faut quand même une petite revanche par rapport à ce qui s'est passé dernièrement. Il a perdu un match où il avait... Trois balles de match. Ce fameux match historique. Tu me parles du meilleur match de 2025. Sans contestation. Il y a quand même une revanche à prendre. Donc, j'ai craint que Alcaraz...
Il a pris sa revanche à Wimbledon direct. Ouais, je suis En foulée. En foulée, il C'est a pris vrai. la revanche. Mais est-ce qu'il est capable de dominer Alcaraz sur terre battue? Ben oui. il a le niveau de jeu. C'est le seul à l'heure actuelle qui peut se pointer devant lui et le battre. Donc oui. Et alors, j'ai une autre question là qui me vient en tête. Est-ce que vous voyez un troisième homme sur terre battue en dehors d'Alcaraz et Yannick Sinner? Zverev. Vous êtes d'accord, les gars? C'est le même débat qui revient à chaque fois. Moi, j'en ai un peu ma claque. Parce que- Ouais, moi aussi, ça et j'ai vraiment quelque chose à dire, donc vas-y. Moi, je suis là pour vous amener des sujets qui vous Non, font mais chier. ce qui me dérange, c'est que ça fait un bon bout de temps qu'on attend vraiment un trophée Grand Chelem d'Alexander Zverev et j'espère vraiment pour lui que cette année... il va J'espère se montrer. également. Parce que j'ai encore vu une stat hier où Zverev n'a pas réussi à gagner les 2 joueurs au-dessus de lui, donc le numéro 1 et le numéro 2 mondial. Je ne sais pas quelle position il occupe actuellement, mais il est bien installé Trois. depuis... 4. depuis- passera 3. Il occupe quel... Numéro 4 il est mondial. numéro Ouais, 4 mondial. Zverev est 4e classement standard Alors, et à la race, il est 5e. Ouais, tout à fait. Donc, il a réussi à gagner qu'une seule fois sur les 7 dernières confrontations qu'il a eu à jouer contre un numéro 1 ou un numéro 2. Donc, quelque part, il y a quand même un petit plafond de verre. Mhm. Et là-dessus, on attend voir qu'est-ce qu'il pourra faire cette saison pour essayer d'aller un peu plus loin. Parce qu'on sait qu'en Master 1000, il est bon, il performe, il va toujours le plus loin possible. Son classement, on en parlait tout à l'heure, les classements chez les hommes, ça reflète vraiment la réalité parce qu'ils performent, ceux qui sont au-dessus, ils gagnent 2 matchs et ils ont 2 points qui constituent leur place. Là, maintenant, il faudrait vraiment qu'ils passent ces paliers-là. J'ai une question pour toi, Olivier, parce que là, je te vois t'agiter. Je veux Vas-y, juste vas-y. rebondir sur tout D'abord. ça. Premièrement, moi, je pense pas qu'il y ait troisième homme. Il faut qu'on arrête de trouver un troisième homme. Parce que on a ça, parce qu'on aime bien nos habitudes, on est des êtres humains, on aime bien nos routines. Ça rassure contre la mort. Non, mais au-delà de ça, on va pas partir sur du deep. Au-delà de ça, on avait Federer Nadal, on aimait bien avoir notre dualité entre les deux. Et puis d'un seul coup, on a eu Djokovic qui est arrivé, ça nous a pas plu. Et puis maintenant, on a en kiff sur il nous faut Non, un nous, on veut troisième la homme. bagarre. Nous, on Il veut nous la faut un bagarre. troisième homme absolument, Il faut- mais en fait, il n'y aura pas de faut troisième bien. homme. À mon sens, il n'y aura pas de troisième homme, on Mais- cherche. Et ça se trouve, il y aura un mec comme un Murray, un Silic, un Del Potro qui vont arriver comme ça. Medvedev l'a fait, il a gagné un grand chelem. Ça se trouve, tu as Leon Ortienne qui va gagner un grand chelem, Fonseca qui va en gagner 2, mais il n'y aura pas de troisième homme. Il n'y aura pas, il faut pas chercher. C'est comme ça, il n'y aura que 2 mecs qui sont au-dessus de tout le monde et un petit qui va gratter parfois. Comme ça. Melvin, est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire Olivier? Il n'y aura pas de troisième homme? Sur l'aspect général, moi aussi, je pense que Sinner et Alcaraz sont au-dessus. Maintenant, ta question, elle était axée sur la terre battue. Et en termes de terre battue, je trouve que Zverev, ça restera toujours un client. Au même titre qu'un Djokovic qui joue pas beaucoup de matchs en plus, qui se pointe à 100% en terre battue, enfin en grand chelem. Oui, mais comment tu peux dire que sur Terre, il joue très bien, Zverev, il n'y a aucun souci, mais le mec se prend 3-7 en demi, c'est pas un troisième homme, tu vois. 3-7-0 en demi. Mais de qu'est-ce Roland-Garros, c'est pas un qu'est-ce que c'est vous pas appelez un homme. troisième homme finalement? Parce que Mais c'est un truc où le mec peut gagner une fois sur 2. C'est ça un troisième homme. Et Zverev, il gagne pas une fois sur 2, hein, même en grand chelem, même sur Terre, tout ce que tu veux. Mais en fait, moi, il y a aussi un truc qui me dérange avec cette histoire des troisième hommes, parce que moi, en fait, dans cette génération, les 2 premiers, c'est vrai qu'ils sont super bons, mais tu as Yannick Sinner qui n'a jamais gagné un Roland. Parfois, on l'oublie, mais on lui place super haut, comme s'il en avait gagné 10, le mec. Et tu as Alcaraz, j'ai pas les comptes exacts, mais je pense pas qu'il en a gagné 5. Il a 2 Roland Garros. Il a 2 Roland Garros. De Roland Garros. Il faudra arrêter un Ce qui est moment déjà donné. bien, ce qui est déjà bien. Il faudra arrêter Après, un moment les gars, donné ils ont, parce ils que... ont, ils ont, ils ont Parce 20 que ans, hein, ça- tranquille. oui, ils ont 20 ans, mais alors faudrait parce que je pense qu'on leur met sur un piédestal et que les autres joueurs en fait, ils ont cette possibilité-là. Zverev, ce qui lui manque, je pense qu'il lui manque juste en fait un grand chelem pour qu'on puisse vraiment confirmer que il est enfin le troisième homme ou il est aussi comparable aux 2 autres. Mais en fait, il a exactement le même niveau. Les gars, il est bon. Je pense qu'il a tous les meilleurs stats en Master 1000, en Grand Chelem. C'est quart de finale minimum. Mais l'histoire des comparaisons, déjà quand tu vois Alcaraz, la comparaison qu'on fait avec Nadal, Nadal, il en a 14. Alcaraz en a que 2. Il n'y a pas match. Oui, non, Pour l'instant. Il y a pas eu pour l'instant, c'est ça. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce débat autour du troisième homme? Est-ce que vous pensez que Yannick Sinner et Carlos Alcaraz vont dominer le circuit sans partage, ou est-ce que vous pensez qu'un troisième homme va arriver? N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, on compte sur vous. À bientôt. Merci. Ciao les gars, c'était un Salut, les gars. plaisir. Merci.